À la demande d'un abonné, je vais refaire avec vous What the Shell, qui est une introduction à l'envoi et à la réception de nos shells, inverse ou de liaison. Ce qu'on appelle du bind et du reverse shell, hein. C'est la base de l'exploitation des machines, vous le savez. Bien comprendre ces concepts, c'est déjà pouvoir faire, puisque sans shell, vous ne pouvez ni interagir sur votre machine, ni interagir sur les machines des autres. Alors, beaucoup de changements dans ma vie personnelle et je pense que je vais voler sous les radars pendant quelques temps. Ça sera ma dernière série de vidéos. D'ici quelques mois, je vais me consacrer à autre chose. Je vais continuer, bien sûr, à faire ma chaîne YouTube, mais j'aurai d'autres impératifs qui seront importants pour moi. Donc je vais essayer de vous livrer toute cette série de vidéos qui pour moi me tiennent à cœur, qui j'espère vous aideront dans votre travail, dans vos études. J'ai certaines priorités et ma vie personnelle passe avant ma chaîne YouTube, vous le savez. Donc j'aimerais pouvoir faire tout ça, mais à l'image de ce fond d'écran, j'ai besoin de me ressourcer et de me vider la tête de ces derniers mois qui ont été pénibles, personnellement. Donc revenons à ce qui nous intéresse. On va faire cette vidéo. Je lui ai promis et j'ai qu'une parole, hein. Encore une fois, un homme sans parole n'est rien. Sans idéaux non plus, sans combat non plus. Alors j'ai qu'une parole. J'ai dit que je ferai la vidéo. Je lui fais et j'espère qu'elle te plaira. C'est vrai qu'à l'époque, c'était ma chaîne qui a été censurée et la qualité du son était pas top. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va revoir les concepts tout simplement de bind. Donc, quand on parle de bind, on parle de liaison et de reverse shell, shell inverse. Alors, ça peut être subtil, hein. En fait, il est important de comprendre déjà qu'est-ce qu'un shell. Je vous fais toujours l'analogie, prenez un fruit au noyau, le noyau au centre, pardon, et vous avez la chair et l'extérieur. L'extérieur pour nous, ça sera la peau du fruit, si je dois faire cette analogie, c'est notre shell. Le shell va pouvoir communiquer avec le noyau au centre, que ça soit du Linux, que ça soit un Mac, que ça soit un Unix, que ça soit un Windows. Donc en termes simples, hein, les shells, on les utilise pour interfacer avec un environnement de ligne de commande, ce qu'on appelle un CLI, et on a l'habitude aussi, par simplicité, d'utiliser une interface graphique. L'interface graphique, c'est une surcouche qui va interagir avec votre noyau naturellement, ou parfois aussi votre shell en ligne de commande. Donc tout va dépendre, hein. On peut en fait cliquer sur des icônes qui vont rentrer des commandes dans notre interface de ligne de commande, hein. Parfois c'est le cas, parfois ça l'est pas. Mais encore une fois, tout est question d'ergonomie. Comment j'interagis? J'interagis très souvent avec un clavier. Vous me voyez, hein, je vous dis toujours, on commence avec une souris, mais avec le temps, avec l'expérience, vous allez voir que avec les différents programmes qu'on utilise, là je vais vous parler un peu de Linux, le bash, le sh, le ksh, le zsh, il nous faut ces fameux shells. Tous ces noms-là que je viens de vous donner, ce sont tous des CLI, des environnements de ligne de commande. Sous Windows, vous connaissez cmd.exe, vous connaissez PowerShell. Alors quand on va cibler des systèmes distants lors de nos pentests, à moins que vous soyez des black hats et que vous attaquiez la terre entière, je vous dis toujours, prenez un peu de recul sur ce que vous faites, hein. Je sais que ça peut être excitant, mais je rappellerai le jeune de l'Epitech. Ça y est, c'est fait. Plus de 122 ans, et je pense pas qu'il puisse être extradé en France pour être jugé. Sa vie est foutue, hein. Donc je vous dis toujours, et j'essaye de vous responsabiliser, si vous êtes jeune, je peux comprendre l'attrait et la fascination que vous pouvez avoir pour le monde du hacking, mais essayez d'utiliser vos capacités cognitives, votre intelligence au service du bien, pas du mal. Encore une fois, je vous ai dit, vous pouvez rentrer dans la police, vous pouvez rentrer dans la gendarmerie, vous pouvez rentrer dans l'armée, vous pouvez aider les autres, vous pouvez donner des cours, travailler dans le monde universitaire. Il y a d'autres possibilités. Alors je sais aujourd'hui, tout est argent, hein, et on a du mal à s'en passer, certes, mais l'argent vous mènera à votre perte. Si vous pensez le hacking uniquement pour l'argent, je vous ai dit, c'est pas la finalité, c'est pas la mentalité du hacker. D'accord? C'est la curiosité qui prime. Revenons à ce qui nous intéresse. Pour cibler, je vous disais, des systèmes distants, il est parfois possible de forcer une application en cours d'exécution sur notre serveur, ça peut être un serveur web par exemple, à exécuter du code arbitraire. Quand on parle d'arbitraire, vous le savez, c'est un code qui n'est pas censé être exécuté, hein, ou qui va détourner les logiques qui sont implémentées au sein du serveur, ou qui va faire des choses qui n'étaient pas prévues. Tout ça, c'est du hacking. D'accord? Et lorsque ça se produit, pour nous, ça va nous donner un accès initial.
et on va pouvoir obtenir un shell en cours d'exécution, comme si j'étais connecté sur la machine, et pourtant cette machine est à des milliers de kilomètres. Alors, pour comprendre comment on interagit, il faut qu'on puisse, nous, forcer notre serveur à distance à envoyer un accès en ligne de commande à notre serveur. C'est ce qu'on appelle un shell inverse, un reverse shell. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que on a des systèmes de défense et on a un adage, c'est que on utilise tout le temps l'échelle inverse. Car vous savez qu'il est toujours plus facile de contourner le pare-feu en sortie qu'en entrée. D'accord? L'échelle de liaison, généralement, ça sera pour ce qu'on appelle de la post-exploitation. Hein, quand vous faites des menaces persistantes avancées, je vous avais expliqué ça dans mes cours sur la cyberguerre, on va préparer le terrain, on va rentrer au chaud dans un serveur et ensuite on pourra modifier le paramétrage du serveur, on pourra modifier le réseau pour trouer le serveur. Hein, comme un gruyère, je vais faire des trous dedans et je pourrai me connecter à nouveau de face. Mais en frontal, c'est jamais une mauvaise idée. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un pare-feu qui est là pour faire son travail. Alors, il faut bien comprendre, un shell de liaison, Toto se connecte directement à Tata. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit Tata qui se connecte au serveur de Toto. Alors, on est toujours dans ce modèle. Client-serveur. Quelle est la différence, vous allez me dire, entre un shell de liaison, un bind shell et un shell inversé, un reverse shell? C'est tout simplement qui joue le rôle du serveur, qui joue le rôle du client. Hein, dans un cas, si je veux mon reverse shell, mon ordinateur va devenir le serveur. Et je vais demander au serveur que je pirate de devenir le client et de se connecter à mon serveur. D'accord? À l'inverse, vous, au quotidien, quand vous vous connectez sur Internet, vous êtes le client. Votre navigateur web est le client. Hein, l'outil que vous utilisez, l'application, le protocole, peu importe, hein, interface en tant que client et vient se connecter à distance. Ça, c'est un shell de liaison. D'accord? Donc, c'est pas forcément malicieux. On s'en sert en informatique tous les jours pour des choses totalement légitimes. D'accord? On se connecte en SSH pour téléadministrer un serveur, pas de problème, shell de liaison. Mais vous comprenez bien qu'en hacking, on a rarement cette opportunité. Hein, et puis, on force des choses, on essaye de les casser et on essaye de les hacker. Donc, en effet, ça sera le reverse shell que vous utiliserez le plus. Alors, en d'autres termes, si je dois vulgariser, on va forcer le serveur distant à nous envoyer un accès en ligne de commande, c'est un reverse shell, à ouvrir un port sur le serveur auquel nous pouvons nous connecter afin d'exécuter d'autres commandes. D'accord? Alors, si le serveur distant nous envoie la ligne de commande reverse shell, si on ouvre un port sur le serveur auquel nous pouvons nous connecter afin d'exécuter d'autres commandes, ça devient de facto un shell de liaison. Déjà, il faut qu'on parle d'un outil qui est vieux comme le monde et qui est très utilisé en réseau, c'est Netcat. Netcat, c'est vraiment le couteau suisse du réseautage. On va avoir différents outils qui nous utiliseront pour recevoir nos shells inverses et envoyer des shells de liaison. D'accord? Alors, en termes généraux, on a besoin d'un code shell malveillant, aussi un moyen d'interfaçage avec le shell résultant. Alors, je vous parlais de Netcat. Il est utilisé pour effectuer manuellement toutes sortes d'interactions réseau, y compris des choses comme la capture de bannières pendant l'énumération. Ça va nous permettre de connaître les services qui tournent sur la machine. Phase très importante lors de nos tests d'intrusion et encore plus importante lors de l'utilisation. La bannière m'indique si je peux m'y connecter ou pas, et si j'y arrive, j'aurai déjà quelques informations sur le service qui est en cours. Alors ça peut être utilisé pour recevoir des shells inverses, se connecter à des ports distants, attacher, faire des liaisons donc sur un système cible. Les shells Netcat sont très instables, faciles à perdre. Vous l'avez vu dans les précédentes vidéos où je suis en train de vous montrer un faux vrai pentest, test d'intrusion, et il nous faut donc améliorer les techniques pour les stabiliser. Je vous ai parlé de ce dump shell, comme on l'appelle en anglais, ce shell bête, abruti, qu'on va venir améliorer, qu'on va venir stabiliser. On a différentes techniques qu'on verra par la suite. Ensuite, on a SOCAT. SOCAT, on pourrait dire que c'est le chat sous stéroïde. C'est la même famille des chats. Vous verrez souvent parler de cat. Les cats, en informatique pour nous hackers, c'est des outils qui nous permettent de communiquer sur le réseau. Dès que vous voyez un cat, il y a de fortes chances que l'outil soit utilisé en réseau.
Alors, il peut faire les mêmes choses, mais en fait bien d'autres encore. Nos shells SOCAT, ils sont généralement beaucoup plus stables que les shells Netcat. Ils sont également prêts à l'emploi, hein. Ils sont supérieurs, mais il y a toujours, encore une fois, plus l'outil est fonctionnel, plus généralement il est complexe à la mise en œuvre et à sa compréhension, hein. La syntaxe est beaucoup plus difficile. Et Netcat, généralement, est installé pratiquement sur toutes les distributions Linux par défaut. SOCAT, c'est rarement le cas, hein. Il est très rarement installé par défaut. Donc, vous avez bien compris que c'est nous qui allons pousser le binaire vers le serveur pour pouvoir travailler avec SOCAT. Mais c'est jamais un problème. C'est juste une charge de travail accrue. Alors, il existe des contournements à ces deux problèmes, hein. On les verra plus tard, vous inquiétez pas. Vous avez toujours des versions du binaire qui ont été compilées pour l'architecture Linux et d'autres binaires qui ont été compilés pour une utilisation sous Windows. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle la Rolls-Royce, c'est-à-dire l'émetteur-prêteur et le multi-handler. Je vous ai parlé de ce quadriciel Metasploit, hein, qui nous permet, c'est un serveur de command and control, de récupérer des connexions, d'aller requêter dans une base de données des exploits et de pousser ces exploits pour récupérer la main sur les différentes machines. Le premier, c'est le multi-handler. Vous me voyez souvent l'utiliser. Il va nous permettre tout simplement de récupérer des reverse shells. L'avantage, plusieurs handlers. Le handler, lui, peut tout récupérer. Et pourquoi? Parce qu'il est multi-plateforme. Il est multi-architecture. Donc, que ça soit une machine IBM mainframe, que ça soit un Unix, que ça soit un Linux, que ça soit un macOS, que ça soit une machine qui tourne sous DOS, sous Windows, peu importe. Je peux récupérer grâce au multi-handler des shells stables et je vais avoir des options supplémentaires pour venir ajouter, enrichir les possibilités quand je fais mes opérations, mes cyber-opérations et que je fais mes pentests. D'accord? Donc c'est très important, il est avantageux puisque la logique voudrait que quand vous poussez un exploit, il faut également avoir ce qu'on appelle un listener, un auditeur, un écouteur qui va nous permettre de récupérer l'exploit qui est poussé. D'accord? C'est-à-dire que un listener qui écoute sur une machine Linux, si on a poussé un exploit Linux, ça convient parfaitement. Par contre, pousser un exploit Windows et essayer de récupérer la communication, parfois, hein, avec un auditeur qui est spécialisé sur du Windows, ça risque de poser problème. C'est pour ça qu'on a codé cet outil qui se fout du shellcode initial, qui va permettre de prendre le contrôle de la machine et faire le callback, l'appel vers notre serveur, pour qu'on puisse récupérer le reverse shell. Lui, il n'a que faire de ça. Donc ça vous facilite le travail, mais sachez qu'il y a une corrélation directe entre le shellcode qui va être exécuté et que vous poussez sur la machine que vous voulez pirater, et ensuite l'auditeur qui va vous permettre de réceptionner les communications. Il faut qu'ils s'accordent entre eux. Hein, je vous dis toujours, le principe de l'interopérabilité, le principe de la communication entre deux ordinateurs, c'est que parfois ils n'ont pas les mêmes systèmes d'exploitation, ils n'ont pas les mêmes drivers, ils n'ont pas les mêmes composants internes. Cependant, on va s'accorder sur des règles d'usage, des us et coutumes. Hein, mais c'est pareil en société. D'accord? On a tous des visions différentes du monde. Pourtant, pour que la société puisse fonctionner, on doit s'accorder sur du savoir-faire, du savoir-vivre. D'accord? Quand tu viens m'adresser la parole, je te dis bonjour. Quand je te quitte, je te dis au revoir. D'accord? Eh bien, les ordinateurs, je te dis, ils sont pareils. Ils sont polis, ils s'accordent sur des protocoles et ils se disent bonjour, au revoir. Et ils communiquent entre eux comme le fait l'homme. D'accord? Donc, toujours prendre ces analogies. Alors, MSF Venom, c'est ce qui va nous permettre justement de nous faciliter le travail. C'est un outil autonome, bien qu'il soit intégré au quadriciel Metasploit, qui va nous permettre de générer ces bouts de shellcode. Hein. Ces shellcodes, on pourrait ni plus ni moins dire que c'est le code qui va nous permettre d'exploiter une faille. Pour avoir cette faille, il faut déjà que je la découvre en tant que chercheur en cybersécurité. Et ensuite, il faut que je crée du code qui va me permettre de faire ma preuve de concept. Hein. On parle de proof of concept en anglais, c'est-à-dire prouver à la terre entière que je peux répéter l'opération à l'envi et à chaque fois, le code, mon shellcode, s'exécute et je prouve qu'en effet, il y a bien une faille. Et donc, de facto, il va falloir la corriger, la patcher.
D'accord? Donc le shellcode, c'est un vecteur, hein, un vecteur de projection, un vecteur d'infection. D'accord? C'est un tout petit bout de code qui va me permettre de prendre le contrôle. On va faire très simple. C'est toujours plus compliqué, j'essaie de vulgariser au maximum. D'accord? Donc, on va se concentrer, nous, sur comment générer nos charges utiles. Ces charges utiles vont porter ce qu'on appelle les stagers, hein, c'est-à-dire ces petits bouts de code, de shell code, qui vont initialiser la communication, soit directement en liaison, soit, vous l'avez compris, via une inversion, via un reverse shell, un shell inverse. Alors encore une fois, je vous mettrai des ressources. Hein. Vous avez Payload of the Things, vous le savez, chaque langage de programmation peut être militarisé. Militarisé, c'est un gros mot pour tout simplement exécuter du code arbitraire. Hein. Le code, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je vous dis toujours, c'est pas le code, c'est les gens. Qu'est-ce que vous faites du code? Vous faites des choses malicieuses ou vous pouvez faire des choses bénéfiques. Hein. Je te donne toujours l'exemple, l'outil en soi, un marteau, c'est pas bien, c'est pas mal. Si tu te sers du marteau pour retaper ta baraque, comme je suis en train de le faire en ce moment, c'est bien. Si tu utilises ce marteau pour fracasser le crâne de ton voisin, ça devient de facto une arme. Et là, je ne peux pas t'encourager à faire ça. Tu comprends bien qu'encore une fois, tout dépend du contexte. Donc, on a les cheat sheets Reverse Shell de Pentest Monkey, un très bon site quand vous débutez, qui vous apprendra les bases de l'audit, hein, et de la cybersécurité. Et on a certains web shells qui sont préinstallés. Alors il faudrait que je vérifie. Hein. Comme je vous disais, j'avais des doutes. Je suis parti dans mon user et à ma grande surprise, j'avais l'impression qu'il me manquait des choses. Alors peut-être que j'étais fatigué, comme toujours. On devrait avoir web shell. Là ça va. Donc vous voyez qu'à cet endroit, vous avez des web shells. Alors les web shells sont un petit peu plus particuliers. Les web shells sont poussés sur des serveurs web, comme leur nom l'indique, et ils vont nous permettre de faire de l'injection de commandes, de pouvoir interagir avec le système de fichiers, uploader, télécharger des fichiers et exécuter du code arbitraire à distance, qu'on appelle une RCE. Ce sont des mets de choix pour les black hats qui veulent s'attaquer au serveur web. Vous avez différents langages de programmation, hein, essentiellement ASP, ASPX, on s'en servira pour du Windows. Vous avez du JSP, du JavaScript, hein, du Lodanom, du Perl, du PHP, donc tout va dépendre de la surface d'attaque. Et le CFM, d'accord, on a également ceux de Seclist. D'accord? Donc je ne peux que vous encourager à lire le code. Hein, ça sera une bonne initiation pour apprendre notamment le PHP, mais d'autres langages de programmation. Vous voyez qu'on a un backdoor list qui vous fait une petite popote. Vous allez pouvoir apprendre des langues étrangères. Hein, vous voyez que c'est intéressant le hacking. Plus sérieusement, vous voyez qu'on a en fait on a récupéré les shells les plus utilisés, on a fait du threat intel et vous savez que très rarement en fait les hackers effacent leurs traces sur les serveurs web. Donc il y a des gens qui s'amusent à collectionner tous ces web shells. Vous les avez tous là. Hein, essentiellement, la plupart existent pour faire de bases besoin sur Internet, d'accord? Mais vous pouvez tous les retrouver là. Et je ne peux que vous encourager à essayer de comprendre la technologie sous-jacente, comment il fonctionne, d'accord? Donc ça, c'est un endroit juicy hein, à aller chercher. Vous avez le dépôt de checklist, toujours pour avoir nos listes de mots, nos dictionnaires qui vont nous permettre de craquer les mots de passe, comme je vous ai montré hier dans ma précédente vidéo. Maintenant, on va parler des différents types de shell, de coquilles. Hein, mais on parle de shell. Ne le traduisez pas encore une fois, c'est un anglicisme. Alors, je vous disais, les shells inverses se produisent lorsque la cible est forcée d'exécuter du code qui se connecte à notre ordinateur. Donc, les shells inverses sont un bon moyen de contourner les règles de pare-feu, je vous le disais, hein, qui peuvent nous empêcher de nous connecter à des ports arbitraires sur la cible. Cependant, l'inconvénient, c'est que vous recevez un shell d'une machine sur Internet et donc c'est à vous de configurer votre propre réseau pour récupérer la main. Les shells de liaison, par dichotomie, par opposition, sont exécutés sur la cible et utilisés pour démarrer un listener, un écouteur, donc attaché à un shell directement sur la cible. Alors, cela serait ensuite ouvert à Internet, hein, ce qui signifie qu'on peut se connecter au port que le code a ouvert et obtenir du code à distance de cette façon. Alors, ça a l'avantage naturellement de nécessiter aucune configuration sur notre propre réseau, mais ça peut être bloqué
par les pare-feux. C'est pour ça que, on va dire, lors d'une attaque, on privilégiera à 90% des river shells, donc des shells inverses, plutôt que des shells de liaison. Les shells de liaison, je vous le disais en préambule, c'est en post-exploitation. Une fois qu'on a notre gain d'accès initial, on va créer des tunnels chiffrés pour pouvoir communiquer vers d'autres machines au sein du réseau interne, soit d'une entreprise, soit d'un pays ou d'infrastructures critiques militaires, si on doit parler de cyberguerre. Les shells inverses sont plus faciles à exécuter, à débugger, donc on verra un peu les deux exemples. Encore une fois, on va varier sur les langages utilisés, sur la syntaxe, mais une fois que vous avez compris ces bases, déjà, ça va vous permettre de vous consacrer aux défis, aux challenges, aux captures de flag, à nos captures de drapeaux, puisqu'il n'y a que comme ça que vous allez devenir bon. Hein. Pourquoi on a inventé les captures du drapeau? C'est pour vous sensibiliser à ces notions en informatique, parfois en informatique offensive, qu'on appelle l'OffSec, et ensuite, quand vous serez développeur, quand vous serez ingénieur, je ne peux que vous encourager à vous faire un statut d'auto-entrepreneur. Ne soyez pas marginal et commencez à faire du bug bounty. D'accord? À la base, c'était pour que les étudiants en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, douzième, quinzième, vingtième année d'études, puisqu'en informatique, ça s'arrête jamais, vous le savez, puissent se faire à la main. D'accord? Sur ces défauts d'implémentation, comprennent les logiques sous-jacentes pour devenir un bon ingénieur en DevOps, en DevSecOps, comme on l'appelle aujourd'hui. D'accord? Alors, on va parler un petit peu de nos shells inverses, hein, pour récupérer la connexion. Je vais te montrer un shell de liaison. Qu'est-ce qu'un shell de liaison? Tu sais qu'on peut utiliser le Secure Shell. D'accord. Donc en fait, sur mon ordinateur, j'utilise Bash. Mais avant, je t'ai dit que le Born Again Shell, pourquoi Born? Born, c'était le nom du mathématicien qui travaillait au MIT, si je ne m'abuse, peut-être que ma mémoire me fait défaut, dans les années 70. Et on utilisait SH. Ah, tu vois que je peux utiliser SH et ça marche. C'est un petit peu moins beau, mais c'était avant le Bash, avant le Born Again Shell. Alors, qu'est-ce que le SH? Eh ben, c'est du Secure SH. Donc, tu as un SH à distance, sécurisé. Pourquoi? Parce que grâce au SSH, je vais lui dire, je veux me connecter en tant que Toto, et voilà l'adresse IP, et s'il te plaît, donne-moi une connexion sécurisée au serveur. Alors, l'intérêt, c'est que Toto est ici, et on a notre serveur qui est là. Ça, de facto, si vous suivez un petit peu, c'est un shell de liaison. Vous comprenez bien que là, j'ai pas piraté la machine. J'ai déjà son mot de passe. D'accord? Après, je vais vous montrer comment on pousse des shells offensifs. Mais là, c'est utilisé tous les jours pour que l'administrateur puisse administrer, téléadministrer un serveur à distance à des milliers de kilomètres sans prendre l'avion et se déplacer physiquement sur le lieu où se trouve le serveur. D'accord? Le Secure Shell, c'est le meilleur exemple de vous faire comprendre cette logique. Moi, je suis le client, je vais utiliser mon client SSH pour établir un canal de communication chiffré vers le serveur. Et toutes les commandes que je rentre dans mon SSH vont être exécutées sur le serveur, et toute la sortie, ce qui est censé s'afficher sur l'écran du serveur, va être redirigé vers moi. Puisque vous savez que les serveurs ont rarement des écrans, mais si c'était le cas, je taperais mes commandes en aveugle. Donc en fait, c'est ça. Établir un shell, que ça soit un shell de liaison ou un river shell, c'est faire comme Mario avec ses tuyaux. Mario, il rentre dans un tuyau, il ressort du tuyau. Si vous avez joué un peu Mario, d'accord? Eh ben c'est pareil. Tout ce qui va rentrer là va sortir là-bas. Tout ce qui rentre là-bas va arriver vers moi. C'est comme ça qu'on établit un canal de communication bipartite. Moi, le serveur. Moi, je suis le client. Le serveur, c'est le serveur. Alors à l'inverse, quand on va pousser un river shell, lui va devenir le client. Et moi, je vais devenir le serveur. Mais comme je te disais, comme je vais devenir le serveur, il va falloir que je prépare le terrain, que j'ouvre une petite porte pour que le serveur puisse se connecter dans l'autre sens et passe par mon pare-feu. Et il faut établir un socket,
c'est-à-dire un canal de communication qui écoute sur le réseau à un port précis. Et une fois que le serveur va initialiser la communication, je serai à même de la réceptionner, d'établir une communication fiable. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais utiliser SSH. Alors, je vais revenir quand même dans ZSH, parce que je suis un petit peu plus à l'aise, mais c'est pareil. Je lance mon client SSH et il faut que je sache comment m'y connecter. Généralement, on se connecte soit avec des clés de chiffrement, c'est beaucoup plus sécurisé. Là, on va utiliser un couple nom d'utilisateur, mot de passe. Alors, c'est plus facile à casser. Une clé de chiffrement, en termes cryptographiques, c'est beaucoup plus compliqué. À casser, il faut être vraiment très très bon et avoir des moyens colossaux. Alors que, par dichotomie, un nom d'utilisateur, un mot de passe, je peux faire des dictionnaires. Je peux commencer à casser, à faire des attaques de brute force. Je vais créer un dictionnaire avec plein d'utilisateurs pour attaquer cet endroit-là. Et je vais créer l'adresse IP, je la connais, et je vais créer un autre dictionnaire avec plein de mots de passe pour essayer de trouver le mot de passe. D'accord? Nous, là, on l'a. On m'a dit quoi? On m'a dit, écoute, tu veux utiliser SSH, tu vas te connecter en tant que shell, c'est le nom de l'utilisateur. Je vais te donner une adresse IP, d'accord? Et c'est comme ça qu'on se connecte tous les jours, en fait, aux ordinateurs. D'accord? Et je vais te donner un mot de passe. J'attends. Tu vois que là, il n'arrive pas à se connecter. Pourquoi? Parce que j'essaye de joindre par Internet. Là, je suis sur mon réseau et j'essaie d'atteindre un autre réseau local. Le problème, c'est que je ne peux pas le faire. Pourquoi? Puisque pour interconnecter deux réseaux privés, en passant par le nuage, par le cloud, par Internet, par l'extranet, il me faut une connexion VPN. La connexion VPN va faire exactement ça. Elle va établir une communication chiffrée entre mon sous-réseau et le sous-réseau de TryHackMe qui nous permettent de faire nos exercices, nos CTF. D'accord? Mais pour atteindre les serveurs de TryHackMe, dont celui-là, il me faut une connexion à mon VPN. Alors, pour ce faire, il faut qu'on initialise une connexion. Je vais récupérer un fichier qui est un script qui va venir configurer OpenSSH. OpenSSH, c'est de l'open source et c'est typiquement quoi? C'est un client et un serveur qui va utiliser le protocole SSH. D'accord? Donc, ça, il n'y a pas de problème, il est préinstallé et il me faut également OpenSSL. Il est préinstallé, je vous rassure aussi, sur votre Linux. Ça va ajouter la partie cryptographique et utiliser cette fameuse couche SSL-TLS qui est utilisée pour chiffrer. Tu vois, c'est grâce à ça que il te dit que la connexion est sécurisée. On utilise des certificats et comme je suis en HTTPS, je sais de facto que mon navigateur chiffre les données. Je n'ai pas besoin de VPN. Et dernière composante que vous verrez, c'est l'OpenVPN. OpenVPN, c'est ce qu'on va utiliser et il me faut un script. On va venir récupérer le script qui va venir configurer mon client et ça fera également office de serveur. Vous pourrez configurer vos propres serveurs OpenVPN. Alors quand on débute, je pars du principe que vous ne connaissez rien. Vous allez vous connecter au service, que ça soit RootMe, TryHackMe, Hack-the-Box, ce que vous voulez. Moi, je vais aller dans Access. Et dans Access, vous voyez que je vais télécharger le script qui va me permettre de me communiquer. Vous voyez qu'il porte mon nom et il se termine par .ovpn. C'est ça qu'on va venir lancer. Alors, on va s'ouvrir un terminal. Ne fermez pas ça parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Alors, il y a deux possibilités. Je vais essayer de zoomer pour vous, s'il veut bien. Oui, un peu de latence. Alors, il me faut aller dans téléchargement. Sinon, ça va pas marcher. LS, pardon. Oui, on l'a là. Donc, je vais faire tout le temps. Dès qu'on parle de réseau, il faut une élévation de privilèges. Pourquoi? Parce que on va venir communiquer avec les couches d'abstraction les plus basses. Et pour ce faire, on a besoin d'élever nos privilèges puisque c'est le noyau Linux ou Windows qui interagit avec le bas niveau. Donc, il faut qu'on puisse faire des appels. Il nous faut être administrateur. Donc, root. Je vais lui dire OpenVPN et je vais lui donner le script que je viens de télécharger. Je lui rentre mon mot de passe. Et on vient d'établir un canal de communication chiffré entre mon réseau et le réseau en Angleterre
de Try Hack Me. Maintenant, je peux essayer de me connecter à la machine. Et vous voyez que, pour nous, ça change tout. Là, maintenant, il comprend. Il me dit, ah oui, la 10-10-31-38, j'ai demandé à la Terre entière et il savait pas où elle était. Maintenant que tu as établi cette communication, je vois tout de suite laquelle c'est. Et est-ce que tu es sûr que tu veux te communiquer avec elle? Voilà sa clé. Moi, je vais vérifier sa clé et généralement, j'ai un interlocuteur qui m'a dit, voilà la clé, vérifie bien. Sinon, tu peux te connecter à un autre serveur qui prétend être 10-10-31-38. Donc là, en l'occurrence, on va dire oui et il nous demande le mot de passe. Donc là, je viens d'effectuer un shell de liaison en utilisant SSH, un protocole qui me permet de communiquer avec une autre machine, soit sur un réseau privé avec une connexion VPN, soit sur un réseau public sans VPN. De toute façon, c'est encapsulé. Alors, il y a même un principe de double encapsulation. Je suis en train d'utiliser le protocole chiffré SSH qui est encapsulé. Toutes les données qui passent dans le tuyau sont chiffrées et ces données passent elles-mêmes dans un autre tuyau plus gros. C'est le principe de l'encapsulation qui lui-même est chiffré. D'accord? Donc c'est comme un bonbon qui est enrobé, si tu veux. T'as la couche extérieure que tu vois, c'est ma connexion VPN. Tout est chiffré. Et à l'intérieur, il y a un second flux qui est également chiffré en SSH. Alors ça, en réseau, au début, ça peut paraître déroutant. Mais c'est ce principe. Vous pouvez ajouter des surcouches d'émulation, de chiffrement. Voilà. C'est les principes de base. Donc là, je suis connecté, on va pouvoir jouer maintenant un petit peu avec la box. D'accord? Alors, si je résume trivialement, je vais essayer de te faire une distinction claire. Il va y avoir le serveur et mon ordinateur. D'accord? Toto, lui, il est sur sa machine. Ça, maintenant, c'est le serveur. Tu vois que je peux interagir. Mais j'interagis, moi, je ne vois pas le retour sur ma machine. Pourquoi? Parce que à partir de mon terminal, je suis connecté directement de la machine. Ça, c'est une utilisation lorsqu'on télé-administre. Pas de problème, je peux tout à fait me connecter comme si j'étais à distance. Mais là, c'est un cas d'utilisation légitime. Il n'y a pas eu quoi? Des fractions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le nom d'utilisateur, j'ai le mot de passe, je me connecte. J'ai pas piraté la machine. Je suis désolé, mon ami, j'ai d'autres chats à fouetter. Comme je te disais, j'ai une baraque à retaper. Je t'ai déjà expliqué, tu le verras dans les précédentes vidéos, on va continuer le CTF, mais je suis un gars super cool, tu vas taper Saltimbanque, le meilleur hacker du YouTube game, il reste plus que la partie SOCAT, et après t'as le reste de ma deuxième vidéo. Je suis désolé, je vais pas perdre 4 heures à refaire la vidéo, t'as déjà le deuxième épisode, tous les liens seront en description de la vidéo. Tu descends et t'as Reef quelque part. Je l'ai faite, hop, tu descends. Reef Holo, Try Hack Me. J'ajouterai tous les épisodes une fois que j'aurai fini. D'accord? Et tu te déplaces. Il y a trop de vidéos. Chisel. Intéressant. Donc, je vais cliquer dessus. Parfait. Et là, tu vas à la partie Proxy Chain, SSH Tuning, Socket Chisel. Ok, t'as tout. Kill switch. Donc, c'est ces vidéos que tu devras voir et je t'explique en 3 heures ce que ferait en 20 minutes Try Hack Me. Si tu veux voir Socat, c'est ici. Socat et Chisel, t'as tout et je te l'explique. D'accord? Donc, on revoit tous les fondamentaux et en plus, c'est bien plus intéressant parce que je te montre toutes les commandes Socat. D'accord? Alors que là, dans l'exercice, je t'en montre que quelques-unes. D'accord? Donc, si tu veux suivre, c'est ici que ça se passe. Tu auras la fin de la vidéo. Moi, je te souhaite bon courage. Encore une fois, fais-toi les machines. Si tu as des problèmes avec l'anglais, je te dis que c'est pas une excuse valable. Mate Translate, tu télécharges ça et ça te traduit tous les cours. D'accord? Comment tu fais? Tu vas prendre extension, tu prends l'extension pour Chrome, tu prends l'extension pour Firefox, peu importe. Et ça te traduit tout. D'accord? Tu la chopes, tu fais ce que tu veux. Et ensuite, tout est traduit. D'accord? Mais c'est à toi de faire. Je te dis, on ne doit pas te prendre par la main. C'est à toi d'apprendre. Moi, je sais faire. Ça fait longtemps que je sais faire. D'accord? Donc, refais-toi tout. D'accord? Tu m'as demandé la première partie de la vidéo. Considère que c'est fait. J'espère avoir répondu à tes attentes. Maintenant, tu as tout en français. À toi de faire. D'accord? Fais-toi tout ça. Moi, tu vois que je l'ai déjà fait. Voilà, j'en ai fait beaucoup. Je suis classé 2072e
sur 1 700 000 personnes. D'accord? Donc, c'est pas à moi de faire. C'est à toi de faire, mon garçon. Je te souhaite bon courage dans ton apprentissage. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord, comme je te disais. J'ai d'autres chats et d'autres chattes, surtout, à fouetter en ce moment. J'espère que ça t'aura quand même satisfait. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on continuera le CTF. Je vais terminer la machine holo. Je vais terminer quelques cours sur le JPT, hein, pour que vous ayez les bases pour pouvoir réviser, vous préparer si vous voulez commencer en cybersécurité. Et après, je disparais d'Internet pendant quelques mois.